bonjour pour ce rendez-vous consacré à l'élection présidentielle aux États-Unis. Je suis très heureux d'accueillir François Hesbourg, qui est conseiller spécial maintenant à la Fondation pour la recherche stratégique et qui est l'auteur d'un livre qui vient de sortir, Le temps des prédateurs, chez Odile Jacob, en 2020. Les prédateurs, et le sous-titre, c'est Chine, États-Unis, Russie et nous. Et François Durper, qui est professeur à l'université de Cergy et qui a écrit Les États-Unis pour les nuls et également l'Histoire mondiale du bonheur, qui est un prix France Télévisions de cette année. Mais le bonheur, c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, avec cette élection extrêmement complexe et qui s'annonce. François Hesbourg, l'actualité la plus récente, c'est le décès de Ruth Bader Ginsburg de la Cour suprême des États-Unis. On en parle énormément. Est-ce que, à votre avis, cela peut avoir une influence sur des conséquences pour l'élection présidentielle américaine? Ça peut avoir deux types d'incidences. La première, c'est de créer un sujet de mobilisation dans les deux camps, démocrates et républicains, autour de la question de est-ce que Donald Trump va trouver une personne pour remplacer Mme Ginsburg, et est-ce qu'il va réussir à faire le passage en force au Sénat pour que ce juge soit intronisé avant le 3 novembre. Alors, on constate dès maintenant que cela débouche sur un renouveau des flux de financement vers les candidats au sénatorial, démocrates et républicains. Pourquoi sénatorial ? Parce que c'est le Sénat qui va devoir confirmer l'éventuel candidat proposé par Donald Trump. Et bien entendu, la deuxième incidence, c'est si l'élection est contestée, comme elle l'avait été lors de l'élection entre Bush et Gore en l'an 2000, c'est la Cour suprême qui avait désigné le vainqueur à l'époque. Un peu plus d'un mois après les opérations électorales, par un vote de 5 contre 4 membres de la Cour suprême. Donc le fait pour Donald Trump de pouvoir imposer son candidat à la Cour suprême peut influer sur le sort même des élections, non pas le 4 novembre, le lendemain des élections, mais dans les semaines qui pourront suivre. Donc c'est une affaire très très gros enjeu et qui est perçu comme tel par tous, les pro-Biden comme les pro-Trump. Mais le Sénat va voter avant le résultat de l'élection présidentielle, peut voter avant. Il peut voter avant, oui. Il peut voter avant. Mais bien entendu, il faut que les républicains, enfin en tout cas les amis de Trump, obtiennent la majorité effective des voix au Sénat. Et bien entendu, tout ça est précédé par des débats et des manœuvres de retardement, vraisemblablement, de ceux qui ne souhaiteraient pas que Trump réussisse ce passage en force. Quelle est votre opinion, François Durper, au sujet des conséquences du décès de Ruth Bader Ginsburg ? On le voit immédiatement à la presse américaine. On parlait du coronavirus. Hier, c'était le jour où les Américains ont appris qu'il y a plus de 200 000 morts maintenant du coronavirus aux États-Unis. Et beaucoup d'Américains le reprochent à Donald Trump en disant qu'il a pris des mesures trop tardives. Et là, on le voit, ça détourne vraiment l'attention sur un autre sujet, sur qui va être cette future, on sait que c'est une femme, juge à la Cour suprême. Alors, pour un francophone, quelqu'un qui n'est pas américain, on se dit mais comment ça peut être aussi important, la nomination d'un juge à la Cour suprême. D'ailleurs, Ruth Bader Ginsburg, on l'a vu tatouée sur les bras, sur des t-shirts, c'est complètement invraisemblable, c'est exotique pour un francophone. Bien, c'est parce que ces juges, ils sont nommés à vie. Et ce qui est en jeu dans cette nomination, c'est la majorité. Il y aurait 6 conservateurs contre 3 progressistes. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on vote pour un président, c'est les 4 prochaines années qui sont en jeu, voire les 8. Là, ce sont des générations de décisions qui sont en jeu. Sur l'avortement, évidemment, c'est très important.
Et donc la question, c'est de savoir, immédiatement, et François l'a dit, si on a une Cour suprême qui va déterminer effectivement du futur président, c'est important. Même beaucoup plus tôt, la Cour suprême peut statuer sur ce qui va se passer dans ce fameux vote à correspondance dont on parlera sans doute dans quelques temps. Et puis, autre chose, si Joe Biden était élu, c'est tout à fait possible, il est très en avance dans les sondages. Ça nous promet quoi? Une cohabitation terrible entre le pouvoir judiciaire, les 9 juges qui seraient très conservateurs, et un président qui serait démocrate. Avec là, je le répète, une majorité de 6 contre 3. Alors c'est pas fait quand même, parce que le juge Kavanaugh, en 2018, c'était 89 jours. Bon, il y avait eu des... Vous savez, on lui avait reproché des agressions sexuelles, etc. Il avait fallu prendre du temps. Là, il nous reste 42 jours aujourd'hui, 41 jours exactement. Et les conservateurs sont divisés entre 2 noms. En gros, les conservateurs puristes ont un nom, vraiment une juge anti-avortement qui pourrait être nommée. Mais les conservateurs, on va dire, qu'on appelle libertaires aux États-Unis, pourraient se pencher vers un autre nom. On parle beaucoup de Barbara Lagoa, qui présenterait pour Trump un autre avantage. Elle est de Floride. Et la Floride est importante dans l'élection à venir. Donc peut-être que cette division entre conservateurs pourrait permettre aux démocrates, je vous rappelle qu'il faut une majorité de 50, ils ont 53, les républicains au Sénat, mais il y en a déjà 2 qui ont dit « nous, on ne veut pas aller trop vite ». Donc ça va passer ric-rac si ça passe avant l'élection. Alors, je n'ai pas dit tout à l'heure que le 3e invité était à New York et il nous écoute en principe. C'est Jean-Christian Agide. Jean-Christian, qui est journaliste français installé à New York. Comment ressentez-vous les choses de votre côté, là, au contact direct de l'opinion publique américaine? Le décès de Ruth Bader Ginsburg est sans doute pour le président Donald Trump une opportunité politique. À quelques semaines de l'élection présidentielle, parce qu'il peut utiliser le pouvoir qui lui a été accordé en ayant été élu. Il ne faut pas oublier que si l'élection a lieu le 3 novembre, il est président jusqu'au mois de janvier, et que le Sénat, même s'il y a une élection pour renouveler un tiers du Sénat le 3 novembre également, dont une majorité de fauteuils républicains, ce Sénat va également exercer son pouvoir jusqu'à la fin du mois de décembre, jusqu'au 2 janvier. Donc il y a là une opportunité pour les républicains et pour le président Trump de marquer de sa présidence l'idéologie républicaine, les idées politiques républicaines en nommant un 3e juge à la Cour suprême depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, puisqu'il a déjà eu l'occasion de nommer 2 des 9 juges depuis son accession au pouvoir. Effectivement, ce sera une femme. Et donc c'est judicieux politiquement de la part de Donald Trump de remplacer Ruth Bader Ginsburg, qui est une véritable célébrité aux États-Unis, bien au-delà des États-Unis. Je crois que c'est la première fois qu'une juge de la Cour suprême atteint ce niveau de célébrité dans le monde, de remplacer une femme très féministe par une autre femme juge. Donc il y a là une opportunité. Les démocrates ne peuvent rien y faire. Ils ont crié au scandale, rappelant qu'en 2016, Barack Obama n'avait pas pu nommer un candidat à la Cour suprême et que les républicains, qui avaient alors la majorité au Sénat, avaient refusé de voter pour la personne choisie par le président Obama. Là, la situation est différente. Les républicains ont la majorité. Ils pourraient très bien perdre la majorité au Sénat le 3 novembre. Ils pourraient très bien perdre la Maison-Blanche le 3 novembre. Mais ils pourraient imposer un nouveau juge conservateur au sein de cette Cour qui, effectivement, a l'avantage de pouvoir siéger à vie et donc aussi de se détacher des autres présidents à venir d'un point de vue idéologique. Merci Jean-Christian Agide. Nous avons quelques problèmes de connexion là, avec le son de New York. J'espère qu'on va pouvoir les régler rapidement. François Hesbourg, il y a une quantité de problèmes qui se posent à propos de cette élection. Vous avez mentionné cette question du vote par correspondance. Où en est-on à ce sujet? Parce que je sais que Trump est tout à fait opposé à cette idée du vote par correspondance. On se demande vraiment pourquoi. Mais le vote par correspondance est généralement biaisé en faveur des démocrates. Et pour une raison très simple, c'est qu'il est facile de voter par correspondance, alors que si on
on est noir ou pauvre et qu'il faut faire 20 km pour aller trouver un bureau de vote et faire la queue pendant 4 heures et subir des contrôles, puisque dans un certain nombre d'États, on rend de plus en plus difficile l'acte de vote par les minorités, pour parler de façon un peu caricaturale. Et le scénario qui pourrait se dérouler dans la nuit du 3 ou 4 novembre, c'est que, comme en 2016, Trump aurait la majorité des sièges du collège électoral à exprimer lors du vote physique, et mettons avec un écart un peu plus faible qu'en 2016, mais un écart positif quand même, Trump déclarerait vraisemblablement sa victoire, comme il l'a fait en 2016, et puis au fil des jours, avec le dépouillement des votes par correspondance, et on s'apercevrait que en fait, les démocrates ont non seulement la majorité des votes populaires, comme en 2016, mais qu'ils auraient en plus la majorité des grands électeurs. Donc Trump fait tout ce qu'il peut pour jeter le discrédit sur le vote par correspondance, ce qu'il a fait abondamment pendant l'été. Le responsable des postes américains, c'est un poste très politique, celui des chefs des postes, a tenté de fermer des bureaux de tri, des centres de tri aux États-Unis de façon à rendre plus difficile le dépouillement du vote par correspondance. Et alors là, ça a quand même pas mal secoué. Il a été obligé de faire machine arrière. Mais ça risque d'être un des principaux champs de bataille de cette élection. Et si elle se déroule à peu près comme en 2016, l'affaire du vote par correspondance va devenir un des éléments clés de cette élection. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, on n'a pas connu le résultat des élections entre Bush et Gore en novembre 2000 avant, je crois que c'était le 12 ou le 13 décembre, pour cause du comptage de vote par correspondance, pour cause de recours devant la Cour suprême, et ainsi de suite. Il y a une chose que Trump est visiblement décidé à faire, c'est de rendre, pour autant qu'il puisse le faire, rendre impossible l'arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden. François Durper, oui. Il y a... Vous vouliez intervenir sur ce sujet ? Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, ce que dit François est tout à fait juste, ce qu'on appelle le mirage rouge. Imaginez, on est sur une chaîne info, on voit la carte des États-Unis s'afficher en rouge, et au fur et à mesure des jours, ce rouge devient violet et devient bleu. Sauf que la différence, effectivement, avec 2000, c'est que les juges à la Cour suprême sont conservateurs, que Donald Trump, et vous savez, c'était 5 contre 3, que Al Gore et Donald Trump, c'est pas la même personnalité. Al Gore avait dit la Constitution, toute la Constitution, très bien, j'ai perdu, et bien voilà, je ferai autre chose, je vais faire des films sur l'écologie. Donald Trump, c'est pas son tempérament. Et là, la Floride, ça reste d'être la Pennsylvanie. Vous savez, ça s'est passé en Floride en 2000, et en Pennsylvanie, il s'est passé, là, il y a quelques heures, un arrêt de la Cour suprême, cette fois de Pennsylvanie, de la Cour suprême d'État, qui dit 100 000 bulletins vont être invalidés, ce qu'on appelle les naked ballots, les bulletins qui sont nus. Alors pourquoi ? Parce qu'on dit c'est facile de voter par correspondance, François a raison, c'est pas si facile que ça complètement, c'est-à-dire qu'il faut quand même les mettre dans une enveloppe. Il y a des mesures de sécurité. Il faut les mettre dans une enveloppe, comme quand vous êtes dans une urne, vous mettez votre bulletin dans une enveloppe. Et il y a des gens, ils mettent le bulletin dans leur enveloppe, mais il faut 2 enveloppes en fait. Voilà, et ça s'appelle naked ballot, le bulletin nu. Et ce bulletin nu, il est invalide. 100 000 bulletins invalides. Quand vous savez que Donald Trump a gagné que de 44 000 voix en Pennsylvanie il y a 4 ans, vous imaginez le poids et vous imaginez que les démocrates sont verts, sont dégoûtés, comme diraient les jeunes. Ils se disent, mince, on va perdre peut-être la Pennsylvanie sur cette affaire-là. Chaos électoral. Et pourquoi Donald Trump met autant d'importance sur cette histoire que le vote est truqué ? Là, vous avez 40 à 45% des Américains qui disent cette élection va être truquée. Vous imaginez, pour la démocratie, c'est quand même important.
Parce que Biden est très en avance. Et pour 3 raisons, il est très favori, plus favori qu'Hillary Clinton il y a 4 ans. Vous savez, on a un peu peur, on se dit on ne va pas dire que Biden va gagner, parce que Hillary Clinton, on pensait qu'elle gagnerait. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Sondage, il a une avance plus stable et plus forte au niveau national comme au niveau local. Sa marge est beaucoup plus importante. Le parti est uni, ce qui n'était pas le cas il y a 4 ans. Il a réussi à faire un programme de gauche, même s'il a un discours un peu de droite, la décence de la présidence. Bon. Et puis, un parti qui a de l'argent. Pour la première fois, je crois que c'est 141 millions de dollars de plus que dans les caisses de Donald Trump. Ça, c'est quand même assez étonnant. D'habitude, c'est plutôt le président sortant qui a... Et puis, troisième chose, il y a le corps électoral. Corps électoral, il y a 2 différences par rapport à il y a 4 ans. La première chose, c'est qu'il n'y a que 10% d'indécis. Il y a 4 ans, il y en avait 20%. Ce qui a fait la victoire de Trump, c'est que les indécis, au dernier moment, hop, la vague, elle s'est mise vers Donald Trump. Là, vous avez une vaguelette, 10% d'indécis. Et puis aussi, vous avez un candidat qui ne suscite pas l'enthousiasme. Joe Biden, ce n'est pas un enthousiasme frénétique, mais il ne suscite pas non plus de polarité négative comme suscitait Hillary Clinton. Alors par contre, ce que je dis là, je ne dis pas que Biden va gagner, parce que la semaine prochaine, tout peut changer, le 29, ce sont les débats télévisés qui commencent. Justement, je vais demander à Jean-Christian Agide, que pense-t-on là-bas du prochain débat? Est-ce que ça peut changer les choses complètement? Alors, on dit même que Joe Biden aurait intérêt à refuser le débat. Donald Trump est un très grand débatteur. C'est un animal de télévision. Donc, les débats peuvent évidemment avoir une immense influence sur cette élection présidentielle. François? Oui, je serais encore plus prudent que mon ami François, si je puis dire. Biden a évidemment un très gros avantage, c'est qu'il n'est pas Hillary Clinton. Ça, je crois qu'il faut vraiment commencer par là. Pas aussi clivant. Non, et puis il ne provoque pas le rejet sur sa personne. Par contre, il a une immense faiblesse, c'est que là où Trump a 74 ans et donne l'impression d'en avoir 6 ou 7 de moins, Biden, il aura, quelques jours après les élections, 78 ans, et il en fait quand même, dans certaines circonstances, facilement 5 ou 8 de plus. Le risque dans le débat, il est là. Ce n'est pas forcément le talent de Trump, et ça peut être la panne de moteur, si je puis dire, de Biden. Surtout que Biden, historiquement, c'est plutôt un homme à gaffe. Trump aussi. Non, mais attention, Trump a été élu en partie à cause de ses gaffes. Si Biden est élu, il sera élu malgré ses gaffes. Elles n'ont pas du tout elles n'ont pas la même valeur. Une des raisons pour lesquelles Trump risque de pouvoir être réélu malgré tout ce que vous appelez des gaffes, c'est parce que les gens savent qui il est. Il n'y a plus aucun secret. On sait que Trump est un homme grossier, vulgaire, provocateur, sans empathie, un menteur et ainsi de suite. Et s'il a pu être élu en 2016, malgré tous ces défauts qui étaient largement apparents en tout état de cause pendant la campagne et même pendant la vingtaine d'années précédentes, parce que Trump a été une figure publique pendant très très longtemps, et les gens ne voteront pas contre Trump à cause de ces défauts. De ces défauts-là. Trump risque d'être battu parce que l'économie n'est plus ce qu'elle était, parce que l'épidémie, la pandémie ne s'arrête pas, parce que le débat au Sénat sur la Cour suprême risque de prendre des allures de putsch constitutionnel, en quelque sorte. Or, l'identité des États-Unis, elle est quand même quelque part ancrée dans la Constitution. Les États-Unis ne sont pas au départ une nation. Les États-Unis, au départ, c'est une constitution. C'est pas comme chez nous, de ce point de vue-là. Alors, pour la beauté du débat, je vais m'opposer totalement à François. Ça, François nous dit
il nous dit, regardez, Biden, il va gaffer. Puis là, c'est du corps à corps, cette fois. Enfin, du corps à corps aux États-Unis, on est quand même loin dans le débat télé. Mais voilà, il est fragile. Il y a des règles très strictes, c'est pas du corps à corps. Puis les règles de séparation. Il faut quand même tenir 90 minutes et 3 débats. Et c'est vrai, c'est tout à fait exact. Trump a demandé, l'un veut peut-être éviter le débat, l'autre a demandé plus de débats que les 3 qui sont prévus. Alors, moi, je pense que c'est un piège. Parce que Donald Trump, depuis des semaines, fait tourner en boucle la même musique auprès des Américains. Et c'est même plusieurs semaines et plusieurs mois. Sleepy Joe, Joe l'endormi, Joe dans son sous-sol, Joe il est âgé, Joe il manque de perspicacité mentale, il est même complètement croulant. Joe il est drogué, c'est ce qu'on nous sert depuis 15 jours, il dit il est obligé de prendre des drogues, des médicaments, parce qu'il va mal, ça va mal. Alors imaginez, on va se retrouver mardi soir pour le débat. On va voir un Joe Biden satisfaisant. Mais un Joe Biden satisfaisant pendant 90 minutes, il sera vainqueur. Et moi, si je fais la communication des démocrates, ce que je ne fais pas, je leur sers déjà la pub, leur prochaine pub, qui va tourner pendant les semaines à venir. Vous prenez Joe Biden pendant le débat, il va quand même essayer de se battre un petit peu. Vous prenez des petites répliques, des petites... voilà. Et puis vous prenez ce que dit Donald Trump pour illustrer Joe l'endormi, et bam, vous mettez une réplique de Joe Biden pendant le débat. Il va en faire quelques-unes quand même, il ne va pas complètement s'écrouler et mourir sur scène. Donc ça veut dire qu'il est pris, selon moi, Donald Trump à son propre piège. Ce n'est pas moi qui le dis, en fait, ce sont les équipes de Donald Trump qui ont peur, qui sont en train de faire comme ce que font les gens, vous savez, devant les matchs de foot, ils sont en train de visionner les débats. Parce que, excusez-moi, pour quelqu'un complètement nul, il a quand même été 8 ans vice-président, il a fait les 2 débats VP, il a quand même 3 décennies d'expérience au Sénat, il a fait une douzaine de débats dans les primaires, il ne s'est pas effondré, et on a déjà dit qu'il allait complètement s'effondrer face à Bernie Sanders. On a dit Bernie Sanders, c'est une bête de scène, il va s'effondrer. Biden a bouffé Bernie Sanders en débat. Donc si vous, et comme l'a dit François, là on est d'accord, il ne manque pas d'arguments. S'il est un peu fatigué, il suffira qu'il ait 2-3 mots sur le Covid-19, 2-3 mots sur l'économie, 2-3 mots sur la fracture raciale, même sur la loi et l'ordre, sur les sujets de sécurité. Aujourd'hui, vous avez plus d'Américains qui disent « on fait plus confiance à Joe Biden ». Il manque ni de capacité, ni d'arguments. Je ne dis pas qu'il va gagner, je dis que Donald Trump, en faisant tourner en boucle l'idée qu'on avait un grabataire qui ne serait pas capable d'être président, c'est un piège qui peut se retourner contre lui si Joe Biden est tout juste satisfaisant mardi prochain. Jean-Christian Agide, à New York. Et c'est pour cela que le sujet sur la succession de Ruth Bader Ginsburg est si important, parce que finalement, ça redonne à Donald Trump une opportunité de recentrer le débat politique sur quelque chose de concret, de quotidien, du moment, de le décentrer par rapport au Covid-19, comme vous en parliez au début de cette émission. Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord, Donald Trump applique la Constitution américaine. L'article 2 de la Constitution américaine demande de nommer les juges de la Cour suprême. Il est président des États-Unis. Il ne faut pas oublier que lors de ce débat, il sera toujours président des États-Unis. Il sera président des États-Unis jusqu'au mois de janvier. Et il compte bien utiliser ce pouvoir. Et je pense que dans la base électorale de Donald Trump, voir un Donald Trump puissant, un Donald Trump qui prend des décisions, un Donald Trump qui ne se laisse pas faire, est quelque chose qui peut relancer sa base électorale, voire la développer. Moi, je ne ferai pas... les démocrates sont d'ailleurs perdus dans cette histoire de succession à la Cour suprême parce qu'ils n'ont pas d'arguments légaux pour aller à l'encontre de la décision des républicains et de Donald Trump. C'est vrai que deux sénateurs du côté républicain pourraient ne pas voter et pourraient demander à ce que l'on attende le nouveau Congrès et éventuellement un nouveau président, que ce soit Donald Trump ou que ce soit Joe Biden. Toujours est-il que Mitt Romney, qui n'est pas particulièrement l'ami de Donald Trump chez les Républicains, s'est rangé du côté de Donald Trump sur cette question. Les Républicains, en ce moment, se ressoudent autour de la question de la succession de Ruth Bader Ginsburg. Je pense que ce sera un sujet très important lors de ces débats. Les autres sujets importants seront l'économie, évidemment, le chômage, la situation de la bourse. C'était un des engagements de Donald Trump au début de son mandat. La bourse, même si elle est assez volatile en ce moment... Jean-Christian, merci. François,
Oui, il ne faut pas oublier que Hillary Clinton a été battue en grande partie parce que les gens qui auraient normalement voté pour elle ne sont pas allés voter. Biden doit quand même susciter de l'envie. Il doit susciter l'enthousiasme nécessaire pour que les gens aillent effectivement voter par correspondance ou physiquement. Là, les débats peuvent être très importants et faire un débat où Biden ne s'effondre pas, et ça je suis tout à fait d'accord, hein, je ne pense pas que Biden va s'effondrer. C'est un animal politique, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est un homme qui, on ne peut pas dire que ce soit un homme charismatique, et surtout pas en ce moment. Hein, il lui a retiré beaucoup de pression, en disant il ne va pas tenir la route, il lui a retiré de la pression. Et à l'inverse, Trump donne l'impression de quelqu'un qui a vraiment envie de gagner. Et l'affaire Ginsburg en est la démonstration, ce que je disais au début de cette émission. Il y a une mobilisation qui se fait du fait de la question de la succession Ginsburg. Les démocrates le ressentent de leur côté, et notamment en ce qui concerne les élections sénatoriales, qui se jouent le même jour, hein, mais aussi la mobilisation très forte du côté républicain. Et les républicains vont gagner. Il y a de fortes chances que la personne qui va lui succéder soit en place avant le 20 janvier 2021 et peut-être même avant la date fatidique du 12 ou du 13 décembre où se joue la déclaration des votes des grands électeurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces élections américaines, elles se déroulent institutionnellement, elles se déroulent sur quasiment 2 mois. Le premier mardi qui suit le premier lundi du mois de novembre, ça c'est le 3, et le collationnement des votes des membres du collège électoral et les éventuels recours de la Cour suprême décembre, autour du 12-13, et le 6 janvier, l'éventuel dénouement s'il y a un deadlock, s'il y a une impossibilité de trancher au mois de décembre précédent. Et finalement, la mauvaise gestion de l'épidémie, de la pandémie, les plus de 200 000 morts, est-ce que ça n'est pas en fait le facteur principal qui pourrait faire pencher l'opinion en faveur plutôt de Biden? Mais c'est l'enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, là on arrive vraiment au cœur de l'enjeu entre les démocrates et les républicains. Les démocrates, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, Joe Biden? Ils voulaient faire du plébiscite sur la politique en matière de Covid-19 vraiment le cœur de l'élection. C'est Trump versus le Covid-19. Est-ce qu'il a bien géré? On pourrait parodier un peu. Bon, si vous estimez que Donald Trump a bien géré cette crise du Covid-19, votez pour lui. Voilà, ce que c'est de dire les démocrates. Et évidemment, en espérant que la majorité des Américains disent non. Il semble que non, hein, qu'il n'est pas... Eh bien, ce n'est pas ce qui est en train de se passer, comme le dit François. Parce que même, regardez sur le plan technique, j'ai les sujets de mardi soir. Ça va se passer avec, vous savez, c'est le journaliste de Fox News là, qui va interroger 15 minutes pour 6 sujets. Le premier sujet, ça va être un sujet général. Et puis ensuite, ça devait être coronavirus. Coronavirus, 3e sujet. Et ce qui passe en 2, Cour suprême. Donc là, Donald Trump, dans l'ordre du jour, il gagne. Et après, alors vous voyez, là, il a sujets généraux, Cour suprême, et puis après, il y a coronavirus, pas bon pour Trump, race et violence, pas bon pour Trump, intégrité de l'élection, là, il va dire c'est truqué, il va reprendre la main, puis après, on termine sur l'économie. Donc, si vous voulez, cette question de la Cour suprême, elle est effectivement très importante. Pourquoi? Parce que quand vous êtes conservateur américain, que vous n'aimez pas forcément Donald Trump, parce qu'il y a beaucoup de conservateurs qui n'aiment pas le style présidentiel de Donald Trump, qui n'aiment pas la manière d'être président de Donald Trump. Mais quand vous avez l'opportunité de mettre fin au droit à l'avortement, parce qu'il y a une guerre culturelle quand même aux États-Unis entre les pro-choice et les pro-life. C'est pas réglé comme dans les pays francophones. On a tranché la question une fois pour toutes. Là, c'est pas réglé. Eh bien, ils se disent, est-ce qu'on va passer à côté de cette opportunité historique? Sur notre bulletin de vote, il n'y a pas marqué Donald Trump. Il y a marqué le futur juge à la Cour suprême sera un juge qui nous permettra de mettre fin au droit à l'avortement, qui
permettra de valider le port d'armes. Parce que vous avez entendu le discours de Donald Trump la semaine dernière. Si vous votez contre moi et contre la possibilité d'un juge à la Cour suprême conservateur, votre deuxième amendement, celui qui vous permet de porter une arme à la ceinture, eh bien, vous pourrez l'oublier, parce que les démocrates, ils n'en veulent pas. C'est un peu caricatural, c'est du Donald Trump, mais c'est vraiment une guerre culturelle, ce qui fait qu'on électrise un peu une campagne qui était devenue un peu ronronnante. On s'habituait aux sondages, nous-mêmes, on s'endormait. Tous les jours, on regarde la moyenne des sondages, entre 6 et 8, plus Biden, les battlegrounds entre 3 et 4. Joe Biden était en tête et ça ronronnait. Et là, il y a vraiment un climat même de campagne depuis quelques heures qui a changé à la faveur du décès. Ce n'est pas lui qui a assassiné, évidemment, cette pauvre dame. Et d'ailleurs, il faudra comprendre pourquoi, et ça c'est peut-être un peu marginal, mais c'est quand même intéressant à savoir, pourquoi Ruth Ginsburg, Madame Ginsburg, pourquoi n'a-t-elle pas démissionné quand Barack Obama était président ? Parce qu'elle l'avait suggéré d'ailleurs. Elle avait dit, moi je tiens le coup et j'attends Obama. Et puis quand Obama est là, je démissionne et ce sera un juge progressiste. Parce qu'ils ont le droit, ils sont nommés à vie, mais ils ont le droit de démissionner. Elle est restée, 4 cancers. Bon, on ne peut pas lui reprocher, la pauvre, etc. Mais là, pour le coup, on sait d'ailleurs les tristes dernières semaines où vraiment, vous savez, c'est une progressiste pure et dure, vraiment une féministe. C'est elle qui a fait en sorte que la discrimination sexuelle soit un sujet constitutionnel. Elle a tenu. Elle ne voulait pas décéder, sa petite fille qui le dit, elle ne voulait pas décéder avant le changement de président. Et donc, vous savez, ce message un peu posthume qu'elle fait passer à sa petite fille en disant je souhaite évidemment que ce soit le prochain président, pas Donald Trump qui décide de mon successeur. Oui, sur le coronavirus, il ne faut pas oublier que les États-Unis ne vivent pas la pandémie de la même façon que les États centralisés d'Europe. Ce n'est pas comme au Royaume-Uni, ce n'est pas comme en France, ce n'est pas comme en Italie. Et aux États-Unis, le système de santé est pour l'essentiel pas une affaire nationale. Et les politiques de lutte contre la Covid sont très largement des politiques d'État. Et autrement dit, ce qui se passe bien ou mal n'est pas forcément perçu comme engageant la responsabilité d'un président monarque tel que c'est le cas en France. En France, s'il n'y avait pas de masque ou s'il y a des problèmes de tests, c'est tout de suite la faute du président et du gouvernement. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus diffus. Ça ne se passe pas de la même façon et malheureusement... Ça n'arrange pas les équipes de Trump quand même. Je ne suis pas en train de dire que Trump, ils ont dit que c'était l'obsession démocrate. Le Covid-19, c'est l'obsession démocrate. Trump, il fait sur lui comme il se couche, si je puis dire. Mais il ne faut pas croire que c'est l'argument qui tue, comme il pourrait l'être dans des systèmes politiques différents. Trump, on peut faire le script. Il dira, oui, où est-ce qu'il y a eu les plus de morts de la Covid ? À New York, chez ces enfoirés... oui, en Floride, c'est les républicains aussi. Démocrates. Il a essayé de montrer que la carte des morts, c'était la carte bleue des démocrates, mais ça ne marche pas. Je sais que tu veux faire le débat pour Biden. Ah, pas du tout. Mais moi, je suis en train de faire le débat pour Trump. Ah oui, d'accord, mais moi, je ne suis pas pour Biden du tout. Trump, il dira, et quel est le deuxième État ? Quel est le deuxième État ? La Californie. Ah oui, la Californie. Ah oui, c'est le côte est, côte ouest. Après, c'est pas très bon dans le Texas et en Floride non plus. Donc là, ils vont se rejeter. Mais vous voyez ce qu'on est en train de faire là, c'est ce qu'on risque d'avoir mardi. Et c'est un peu mortifère et un peu cynique. Ils risquent de s'envoyer les taux de mortalité à la figure. Et du coup, on ne sera pas dans le genre de configuration où on serait au Royaume-Uni ou en France, où c'est la personne qui est en responsabilité, le président ou le Premier ministre, qui est responsable. Absolument. Juste un mot encore, Jean-Christian Agide, pour vous dire au revoir à New York. Et je vous laisse la conclusion. Rapide. Je voudrais revenir, si vous me permettez, sur le sujet de départ, et une nouvelle fois, c'est le sujet de la Cour suprême, qui me paraît le sujet du moment et le sujet du débat qui va venir. Pour dire qu'effectivement,
Parce que Ruth Bader Ginsburg n'a pas démissionné en 2016, avant la fin du mandat de Barack Obama. Ce qu'il se passe en ce moment est vraiment historique. Il faut comprendre la dimension complètement historique de cette succession. Elle voulait, Ruth Bader Ginsburg, ne pas prendre le risque de quitter la Cour suprême lorsque Barack Obama était président et de voir un Barack Obama obligé de choisir un ou une candidate très centriste, pas aussi libéral qu'elle, parce que le Sénat à l'époque était républicain ou pouvait redevenir républicain, c'est ce qui s'est passé en 2014. Elle voulait également, elle croyait en la victoire d'Hillary Clinton et elle aurait aimé démissionner lorsque Hillary Clinton était présidente des États-Unis, parce que d'un point de vue historique, la première femme présidente des États-Unis qui nomme là où le successeur, ça aurait été la successeur de Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême, cela crée un événement historique d'une ampleur exceptionnelle. C'est tout le contraire qui se passe aujourd'hui. Elle a dit depuis le début du mandat de Donald Trump qu'elle voulait rester en vie pour voir un nouveau président à la Maison-Blanche et mourir à ce moment-là ou démissionner à ce moment-là pour s'assurer que ce ne serait pas une juge conservatrice qui prendrait sa succession. C'est ce qu'il risque de se passer aujourd'hui. C'est pour cela que la succession de Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême aujourd'hui est un sujet essentiel de cette élection présidentielle. Merci beaucoup Jean-Christian Agide, merci beaucoup. À bientôt sur ce plateau pour reparler de ces élections américaines qui, franchement, c'est absolument fascinant. Exactement. De suivre cette période. Mieux que House of Cards. J'allais dire sans mauvais jeu de mots, ce seront de vraies montagnes russes. Oui, ça c'est pas fini l'histoire russe. Hein. Vous savez, ça rebondit. Hein. Les renseignements de la CIA, c'est un peu technique, on va pas en parler. Merci beaucoup François Hesbourg, merci beaucoup François Durper, et à bientôt sur ce plateau.